Comment aider mon corps à éliminer mes lésions précancéreuses du col? C'est la question à laquelle je réponds dans cette vidéo. Et je veux te partager aujourd'hui qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ne pas rester à attendre que les choses évoluent dans un sens ou dans l'autre. Parce que quand j'ai reçu mon diagnostic, c'est une question que j'ai posée aux différents gynécos que j'ai rencontrés et aucun d'eux n'a pu me répondre. Personne ne m'a expliqué ce que je pouvais faire de mon côté. Personne ne m'a dit qu'il existait des leviers réels sur lesquels tu avais une influence concrète. Et je sais que beaucoup de femmes vivent exactement ça. Elles rentrent chez elles avec des mots médicaux qu'elles ne comprennent pas vraiment, un frottis ou une conisation à programmer, et cette impression que leur seule option, c'est d'attendre. D'attendre en espérant que ça aille dans le bon sens. Dans cette vidéo, je vais te donner une vraie compréhension de sur quoi tu peux agir, pour que tu puisses avancer depuis un endroit de clarté plutôt que depuis un endroit d'impuissance. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la partie sur les leviers que tu peux actionner dès aujourd'hui va te donner une direction que tu vas pouvoir prendre dès maintenant. D'ailleurs, si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Violette Rost. J'accompagne les femmes qui viennent de recevoir un diagnostic de lésion du col ou de HPV à comprendre vraiment ce qui se passe dans leur corps et à poser un choix qui est clair, conscient et aligné avec leurs valeurs. Alors c'est parti! Voilà ce qui se passe pour beaucoup de femmes après un diagnostic et dont on ne parle presque jamais. On te donne un résultat, on te propose un suivi ou un protocole et ensuite tu rentres chez toi avec des mots que tu ne comprends pas vraiment, signe 1, signe 2, dysplasie, cellules précancéreuses, et personne ne t'a expliqué ce que tu pouvais faire toi, concrètement, entre deux rendez-vous médicaux. Personne ne t'a dit qu'il existait des choses sur lesquelles tu avais une réelle influence. Et ce vide d'information, il est épuisant, parce qu'il te maintient dans une posture où tu subis ce qui t'arrive au lieu de comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps et d'agir en conscience. Et souvent, dans ce vide, tu commences à chercher sur Internet, dans des forums, dans des témoignages d'autres femmes, et tu te retrouves encore plus perdu qu'avant, parce que tout se contredit, parce que les situations ne ressemblent pas à la tienne, parce que les mots médicaux se mélangent. Et au lieu de trouver des réponses, tu te retrouves avec des nouvelles sources de peur. Alors aujourd'hui, je veux t'amener ailleurs pour te donner quelque chose que personne ne t'a probablement encore offert depuis ce diagnostic. Une vraie compréhension sur ce que toi tu peux avoir comme influence. Et surtout, pourquoi tu peux l'avoir. Avant de te parler des leviers concrets, je veux te poser quelque chose d'essentiel. Parce que sans ça, tu risques d'entendre ce qui suit comme une liste de choses à ajouter dans ta vie. Et c'est exactement l'inverse de ce que je veux te transmettre. La santé n'est pas quelque chose que tu construis en ajoutant des choses. C'est un processus naturel. Ton corps sait comment fonctionner. Il le fait depuis ta naissance, sans protocole, sans technique complexe. Il répare, il régule, il rééquilibre en permanence et automatiquement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a progressivement ajouté autour de lui et à l'intérieur de lui des choses qu'il ne connaissait pas à l'origine, des aliments qu'il ne reconnaît pas, des hormones de synthèse, des tensions émotionnelles qu'on garde enfermées, des peurs qu'on avale sans les digérer. Et pour continuer à fonctionner malgré tout ça, il dépense une énergie considérable, une énergie qu'il n'a donc plus disponible pour faire son travail, celui de se rééquilibrer. Donc la question n'est pas « qu'est-ce que je dois ajouter pour aller mieux ?» La vraie question est « qu'est-ce que j'ai mis sur les épaules de mon corps dont je peux le soulager pour qu'il retrouve enfin l'espace et l'énergie pour faire ce qu'il sait faire et qu'il puisse à nouveau s'occuper de ma globalité ?» C'est une différence fondamentale et elle change tout dans la façon dont tu vas aborder ce qui suit. Alors le premier levier que je veux te partager, c'est ce que tu portes en silence. Je le mets en premier parce que c'est souvent celui dont on parle le moins et que l'on néglige le plus, alors qu'il est peut-être le plus fondamental. Imagine que tu portes un sac à dos depuis des années, un sac rempli de choses lourdes que tu n'as jamais vraiment posées, des émotions que tu as ravalées parce qu'il n'y avait pas de bon moment pour les dire, des situations où tu t'es tu alors que tout en toi voulait parler, des blessures que tu as mises de côté parce que la vie continuait, qu'il fallait avancer. Ce sac, tu l'oublies parfois tellement tu l'as sur le dos depuis longtemps. Mais ton corps, lui, ne l'oublie pas.
il le porte avec toi. Et le porter lui coûte une énergie réelle que ton système immunitaire n'a donc plus de disponible pour faire son travail. Il y a un mot pour ça, la somatisation. Ça veut simplement dire que ce qu'on ne dit pas finit par s'exprimer dans le corps. Tout ce que tu ne sors pas par les mots cherche une autre sortie. Et depuis que j'échange avec les femmes qui traversent ce diagnostic, je vois très souvent des liens entre ce qu'elles ont vécu, leurs relations amoureuses, familiales, amicales, leur histoire intime, les secrets de famille, ce qu'elles ont eu depuis des années et le moment où leur corps a commencé à envoyer des signaux. Ce lien, c'est que le corps exprime quand il n'a plus l'espace pour faire autrement. Alors je t'invite à te poser une seule question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je porte depuis longtemps et que je n'ai jamais dit à voix haute à personne? Quelque chose qui est là, que tu as caché sous le tapis, que tu as appris à ne plus regarder parce que c'était plus simple comme ça. Tu n'as pas besoin de résoudre quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de savoir comment le déposer, juste le nommer, même sur un bout de papier que tu jettes après. C'est déjà signalé à ton corps que tu l'as entendu et c'est souvent là que tout commence. Le deuxième levier que je veux te partager, ce sont les peurs que tu portes sans savoir qu'elles ne t'appartiennent pas. Quand tu reçois un diagnostic, tu te retrouves soudainement entouré des peurs des autres. Ton médecin a ses peurs, liées à sa responsabilité, à ce qu'il a vu dans sa carrière, au cadre médico-légal dans lequel il évolue. Ton entourage a les siennes, et la conscience collective que l'on porte, souvent liée au mot cancer, qui fait peur à tout le monde, même quand la situation n'a absolument rien à voir avec ça. Et toi, au moment où tu es la plus fragile et la plus ouverte, tu absorbes tout ça comme une éponge, souvent sans faire la différence entre ce qui est vraiment ta peur à toi et ce que tu as absorbé de l'extérieur sans t'en rendre compte. Et ces peurs, qui ne t'appartiennent pas, elles ont quand même un effet très concret sur ton corps. Parce que quand ton cerveau perçoit un danger, même imaginaire, même emprunté à quelqu'un d'autre, il déclenche une réponse de stress. Et cette réponse, quand elle dure et qu'elle s'installe dans ton quotidien, elle fatigue ton système immunitaire. Celui-là même qui est en première ligne pour soutenir ton terrain et faire le travail de régulation que ton corps cherche à faire. Et voilà ce qui se passe concrètement. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. Si tu imagines une scène difficile, ton corps réagit comme si c'était en train de se passer. Ta respiration change, ton rythme cardiaque s'accélère, ton système nerveux s'active. Alors quand tu tournes en boucle sur le pire scénario possible, quand tu portes les peurs de tout le monde en plus des tiennes, ton corps est en état d'alerte permanent. Il mobilise toutes ses ressources pour répondre à cette urgence imaginée, ce qui fait qu'il ne lui reste plus grand-chose pour se rééquilibrer. Alors je t'invite à faire quelque chose de simple. Prends une feuille et liste tout ce que tu as entendu, lu, imaginé, absorbé autour de toi depuis l'annonce qui te stresse aujourd'hui. Tout. La phrase du médecin qui a résonné de la mauvaise façon, ce que tu as trouvé sur Internet à 2 heures du matin, ce que ta mère, ta famille, tes frères, tes sœurs, tes amis ont dit en apprenant la nouvelle, ce que tu as imaginé dans les moments les plus sombres. Tu vas probablement réaliser que la liste est longue et que beaucoup de ce que tu portes comme peur ne sont pas vraiment les tiennes. En prendre conscience, c'est déjà voir ce que tu ne veux plus continuer de porter. C'est de là que tu peux commencer à faire le tri des peurs qui sont véritablement les tiennes et celles que tu cherches des réponses. Faire le tri aussi des personnes qui aujourd'hui, il est nécessaire de mettre de la distance avec pour traverser ce passage sans disperser ton énergie ailleurs. Le troisième levier que je veux te partager est en rapport avec ton quotidien, ton alimentation, ton sommeil, ta respiration et ton élimination. Celui-là, on te le présente souvent sous une forme de liste de choses à faire ou à arrêter. Et c'est exactement pour ça qu'il ne fonctionne jamais vraiment. Alors je vais te le présenter autrement. Ton système immunitaire est en première ligne. C'est lui qui fait le travail de régulation dont on parle depuis le début de cette vidéo. Et son efficacité dépend directement de ce que tu lui donnes pour travailler. Il reçoit tout. Ce que tu manges. Et si ce que tu manges lui demande de l'énergie à traiter, ou si au contraire ça le nourrit. Ce que tu dors, parce que la nuit, c'est là que ton corps fait une grande partie de son travail de régénération. Ce que tu respires, et pas uniquement dans le sens de l'air que tu inspires, mais dans le sens de la qualité de ta respiration elle-même.
parce qu'une respiration haute et superficielle maintient ton système nerveux en état d'alerte. Ton élimination, c'est-à-dire la capacité de ton corps à évacuer ce dont il n'a plus besoin de nettoyer. Et ton niveau de mouvement, parce que le corps n'est pas conçu pour rester immobile et que le mouvement fait circuler tout ce qui doit circuler. Ce ne sont pas des détails, ce sont les fondations du terrain que tu offres à ton corps pour travailler. Et la bonne nouvelle, c'est que ton corps se régénère en permanence. Chaque jour, il recommence. Ce qui veut dire que si tu modifies certaines de tes habitudes, même petit à petit, tu changes les conditions dans lesquelles ton corps cherche à se rééquilibrer. Le quatrième levier que je veux te partager, c'est la contraception hormonale et ton milieu interne. C'est un levier dont on parle rarement dans ce contexte et que tu mérites de connaître. Pas pour te culpabiliser de ce que tu as fait jusqu'ici, mais parce que cette information peut changer quelque chose dans ta compréhension de ce qui se passe dans ton corps. Imagine que ton corps est un écosystème, un système vivant qui fonctionne grâce à un équilibre très précis entre ces éléments. Quand cet équilibre est respecté, tout se régule naturellement. Chaque partie fait son travail, l'ensemble reste stable. Mais quand tu introduis dans cet écosystème quelque chose d'étranger à sa nature originelle, quelque chose qu'il ne connaît pas, pour lequel il n'a pas été conçu, il doit s'adapter. Il compense, il travaille différemment pour maintenir un semblant d'équilibre malgré ce qu'on lui a ajouté. C'est exactement ce qui se passe avec la contraception hormonale de synthèse. Elle introduit dans ton corps, dans ton écosystème hormonal, des molécules que ton corps ne produit pas naturellement et qui modifient son fonctionnement d'origine. Et des études montrent une corrélation entre l'utilisation prolongée d'une contraception hormonale et la modification des cellules du col. Et il y a un deuxième impact dont on parle encore moins, celui de ton foie. Ton foie, c'est l'organe qui filtre ce qui circule dans ton corps et qui élimine les hormones une fois qu'elles ont fait leur travail. C'est lui qui maintient l'équilibre de cet écosystème. Quand tu lui ajoutes des hormones de synthèse à traiter chaque jour, ce travail supplémentaire se fait au détriment de ses autres fonctions, dont celle de réguler ton équilibre hormonal naturel. Un écosystème dont le système de filtration est surchargé, c'est un écosystème qui a du mal à se maintenir en équilibre tout seul. Ce n'est pas une invitation à arrêter ta contraception du jour au lendemain. C'est simplement une invitation à te poser une question que personne ne t'a peut-être encore posée. Est-ce que je comprends vraiment ce que j'ai introduit dans mon corps depuis tout ce temps ? Et qu'est-ce que ça fait à mon milieu interne ? Juste cette prise de conscience, elle change quelque chose dans la façon dont tu te rapportes à ce que tu traverses. Il y a quelque chose que je veux te dire avant de conclure, parce que je sais que beaucoup de femmes sortent d'un diagnostic avec cette phrase. On va surveiller, on se revoit dans 1 an. Ou on prévoit une colonisation dans 6 mois si le résultat est le même. Et cette attente, en elle-même, c'est pas une mauvaise chose. Le suivi gynécologique, il existe pour te donner ce temps. Mais ce qui en fait une expérience épuisante ou une vraie opportunité, ça dépend entièrement de ce que tu en fais de ce temps. Attendre en subissant, sans comprendre ce qui se passe dans ton corps, sans savoir quels facteurs pourraient influencer tes prochains résultats dans un sens ou dans l'autre, c'est une occasion manquée. Parce que ce temps qui t'est donné entre 2 rendez-vous, c'est du temps d'action, pas du temps mort. J'aurais aimé qu'on me dise ça quand j'ai reçu mon diagnostic, que je n'étais pas obligée de choisir entre subir en attendant le prochain rendez-vous ou agir dans l'urgence et la panique, qu'il existait d'autres options. Comprendre ce qui se passe, identifier ce qui, dans mon quotidien, pouvait soutenir ou freiner les capacités naturelles de mon corps et avancer pas à pas avec cette compréhension. Et c'est exactement ce chemin-là qui, pour moi, a tout changé. Pas parce qu'il m'a garanti un résultat, mais parce qu'il m'a rendu ma place dans ce que je traversais. Alors, pour répondre directement à ta question, aider ton corps à travailler sur tes lésions précancéreuses, ce n'est pas une liste de choses à faire en parallèle de ce que ton médecin te propose. Ce n'est pas non plus un protocole miracle que tu testes en croisant les doigts. C'est comprendre que tu es partie prenante de ce qui se passe dans ton corps, que ton terrain a une influence réelle sur l'évolution de ta situation et qu'il existe des leviers concrets sur ce que tu portes en silence, sur les peurs que tu absorbes de l'extérieur, sur ton quotidien et ce que tu offres à ton système immunitaire, sur ton milieu interne,
sur lesquels tu peux commencer à poser ton attention dès aujourd'hui et voir l'impact que tu as sur ton corps via la continuité de ton suivi gynéco. Tu n'es pas obligé de rester passive, tu n'es pas obligé de subir en attendant. Et tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, parce que vouloir tout transformer en même temps, c'est souvent ce qui fait qu'on finit par ne rien faire du tout. Ce que j'ai appris et qui m'a permis à moi de retrouver un équilibre, ce ne sont pas des changements radicaux, ce sont des micro-actions répétées, choisies consciemment, un premier pas après l'autre. Et ces petits choix répétés, ils créent un effet cumulatif qui transforme ton terrain bien plus profondément et bien plus durablement que n'importe quelle solution rapide. Le message que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que tu peux agir dans le cadre de ton suivi gynéco. Et commencer à agir, c'est déjà changer quelque chose. Si cette vidéo t'a éclairé, dis-moi en commentaire quel est le levier qui te parle le plus aujourd'hui. Celui que tu sens que tu pourrais commencer à explorer dès maintenant. Je lis tous vos commentaires et la réponse m'aide à créer le contenu dont tu as vraiment besoin. Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à la liker, pour permettre à d'autres femmes comme toi de bénéficier de ces précieuses informations. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye.